Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télé Djibouti, il est 15 heures sur le plateau de Télé Djibouti. Voici à présent les titres qui seront développés dans cette édition de ce 30 juillet. La République Djibouti a réaffirmé son attachement à la liberté de navigation et au respect des droits internationaux, rejetant toute tentative d'imposer un système unilatéral de péage ou de taxation. L'armée israélienne a intensifié ses frappes aériennes dans le centre de la bande de Gaza, élargissant ainsi ses opérations à des secteurs jusqu'à relativement moins touchés. Et je vous souhaite la bienvenue pour votre édition du 15h. Face aux initiatives susceptibles de remettre en cause la liberté de navigation sur l'un des principaux corridors maritimes du pays, la République Djibouti réaffirme ainsi son attachement au respect du droit international et à la préservation de la stabilité sur la mer Rouge. La République Djibouti a ainsi réaffirmé son attachement indéfectible à la liberté de navigation et au régime juridique international applicable aux détroits utilisés pour la navigation internationale conformément au droit de la mer. Le détroit de Bab el-Mandeb constitue une voie maritime stratégique d'intérêt mondial partagée entre les rives africaines et asiatiques. Toute initiative ou tentative d'imposer depuis une seule rive un système unilatéral de péage ou de taxation aux navires de transit serait donc contraire aux droits internationaux. Une telle mesure porterait ainsi atteinte aux droits souverains aux États riverains et compromettrait ainsi la sécurité d'une route essentielle au commerce international et à l'approvisionnement énergétique mondial. En tant qu'État riverain directement concerné, la République Djibouti a considéré donc une telle initiative qui constituerait une remise qui remettrait donc en cause unilatéralement donc du statut international du détroit ainsi qu'une escalade inacceptable dans la région. Elle se réserve ainsi au droit à recourir donc aux moyens diplomatiques, juridiques et sécuritaires appropriés, seule et en coordination avec ses partenaires régionaux et internationaux afin de préserver ses droits souverains, garantir ainsi la liberté de navigation et de contribuer à la stabilité sur la mer Rouge. La République djiboutienne donc appelle enfin donc la communauté internationale, les organisations compétentes ainsi que les États utilisateurs des détroit à veiller au respect du droit international afin que le Bab el-Mandeb demeure donc un passage maritime sûr, ouvert à tous et préservé de toute instrumentalisation au profit d'intérêts particuliers. Après cette prise de position sur un enjeu stratégique international et place donc à un message de solidarité, la République Djibouti donc a exprimé son soutien au Japon frappé par un violent séisme. La République Djibouti donc a exprimé sa solidarité pleine et entière à l'État du Japon suite d'un violent séisme qui a frappé le sud-ouest de l'archipel, causant ainsi des pertes humaines et d'importants dégâts matériels. Le président de la République, son Excellence Marguerite, a adressé donc un message de condoléances à la première ministre japonaise, Sanie Takeshi, à la suite d'un séisme de magnitude 7,1 survenu dans la journée de mardi dans le sud-ouest du Japon qui a fait une quinzaine de victimes et de nombreux blessés et d'importants dégâts. Bilan d'hier. Le peuple et le gouvernement djibouti se joignent à moi pour exprimer leur compassion et leur solidarité à la nation amie japonaise dans cette douloureuse épreuve, a écrit le chef de l'État dans son télégramme de condoléances. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a également donc formulé le vœu que l'État du Japon surmonte rapidement les conséquences de cette tragédie, tout en présentant ses condoléances les plus attristées au gouvernement et au peuple du Japon, ainsi qu'aux familles, proches et amis des victimes. Outre donc son lourd bilan humain, le séisme a provoqué d'importants dégâts matériels, endommageant ainsi notamment des bâtiments, des ponts, des pylônes électriques et plusieurs infrastructures commerciales. Après ce message de solidarité au peuple japonais, les autorités nippones poursuivent les efforts d'opérations de secours dans les zones sinistrées où le bilan humain continue de s'alourdir. Les opérations de secours se poursuivent dans le sud-ouest du Japon après le violent séisme qui a frappé la préfecture de Kumamoto. Selon les autorités japonaises, le bilan qui s'élève désormais à 25 morts et à 86 blessés, tandis que le secours cherche toujours d'éventuels survivants sous les décombres. Le séisme de magnitude 7,1 a provoqué donc l'effondrement de plusieurs bâtiments d'importants dégâts
dans les infrastructures du Japon. Ainsi, le centre commercial Uemol Kashima a notamment été gravement endommagé après une explosion attribuée à une fuite de gaz. Près de 19 000 foyers restent privés d'électricité et plus de 9 000 personnes ont été évacuées vers des centres d'hébergement. Le gouvernement japonais déploie ainsi les forces d'autodéfense et des équipes spécialisées afin d'accélérer les opérations de secours sur le terrain et le rétablissement au secours aux sinistrés. Sur le plan national, à présent, les autorités poursuivent leur concertation avec les acteurs économiques afin d'apporter des réponses adaptées aux préoccupations liées à la hausse des prix et au maintien du pouvoir d'achat des ménages. Face à la hausse des coûts de la vie, le dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques se poursuivent. C'est dans cette optique que le ministre du Commerce et du Tourisme, Elaf Borvis, a réuni les principaux opérateurs économiques concernés par la récente hausse des prix et de certains produits de première nécessité. Cette rencontre de concertation a rassemblé plusieurs producteurs d'eau minérale, les représentants des associations de bouchers ainsi que les responsables des boulangeries. L'objectif étant d'évaluer les effets de l'inflation sur le marché national et d'identifier ainsi les solutions concrètes pour maîtriser le prix tout en préservant le pouvoir d'achat des consommateurs. Au cours des échanges, les représentants des bouchers ont évoqué les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment l'augmentation des coûts d'importation du bétail et la flambée des prix pratiqués par certains intermédiaires lors de l'achat des cheptels. En réponse, le ministre a assuré apporter des réponses aux préoccupations qui seraient donc examinées en concertation avec le ministère de l'Agriculture afin d'identifier les solutions durables. Les responsables des boulangeries ont, pour leur part, souligné les retards dans l'importation de la farine ainsi que les hausses des coûts de production, notamment liés au carburant. Le ministre du Commerce a donc appelé à la patience, rappelant ainsi que ces tensions résultent d'un contexte économique national difficile et qu'il devrait s'atténuer progressivement. La concertation qui s'est poursuivie avec les producteurs d'eau minérale qui ont présenté également les conséquences et l'augmentation des charges de production dans un environnement marqué par les répercussions des crises internationales, en particulier les tensions au Moyen-Orient. À l'issue de plusieurs heures de discussion, un accord a été trouvé visant à alléger le coût de l'eau minérale pour les consommateurs. Le prix de pack de 6 bouteilles sera ainsi ramené à 450 francs djiboutiens. Une mesure destinée à limiter les effets de l'inflation au niveau des ménages. Dans un élan de solidarité, la société Ougoul, l'une des plus récentes entreprises du secteur, a également donc annoncé le maintien de ses tarifs actuels malgré la hausse des coûts de production. Un geste salué par le ministre du Commerce et du Tourisme, Orbis, qui y voit donc une contribution exemplaire aux efforts engagés pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Voici à présent une réaction recueillie autour de cette concertation au niveau de la hausse des prix. C'était une réunion très importante, c'est ce qu'on voulait et c'est ce qu'on recherchait. C'était une très bonne réunion de concertation, comme on a été discuté. Les résultats seront très bons et je pense que ça profitera, comme disait le ministre, à toute la population, le résultat de cette réunion. Nous allons considérer certainement à baisser le prix, comme le ministre l'a souligné. Il va certainement nous aider sur d'autres dépenses, d'autres charges que nous avons. Et c'est dans cette optique-là que nous aussi, nous envisageons de l'accompagner dans cet effort qui vise à soulager la population djiboutienne. Je suis la directrice de Ougoul Spring et alhamdoulilah, nous avons eu l'honneur d'être invités et conviés par le ministre. Nous avons pu discuter des grilles tarifaires concernant la hausse des prix. Et alhamdoulilah, nous avons pu en tirer des bonnes conclusions. Et nous ferons notre nécessaire afin de soulager les ménages djiboutiens et sommes prêts à épauler l'État en temps de crise. Une coopération militaire entre Djibouti et la République française continue de se renforcer à travers des gestes de reconnaissance mutuelle et un partenariat de longue date. Dans ce cadre, l'hôtel des officiers Hassan Bassoma a accueilli dans la journée du 29 juillet 2026 une cérémonie de remise de décoration
en l'honneur des 4 militaires des forces françaises stationnés à Djibouti à l'occasion de la fin de leur mission sur le territoire national. La cérémonie était présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Serge Ibrahim, qui a remis ainsi les distinctions suivantes. Le général de division aérienne, Sébastien de Lavalette, a été élevé à la dignité du commandeur de l'Ordre national du 27 juin. Le colonel Maximilien Desbrennes a reçu les insignes d'officier de l'Ordre national du 27 juin également. Le capitaine de frégate Gérard Ibrahim a également été élevé au grade d'officier de l'Ordre national du 27 juin. L'adjudant-chef Yolande Richard a été décoré des insignes de chevalier de l'Ordre national du 27 juin. Ces distinctions honorifiques récompensent ainsi leur engagement, leur professionnalisme et leur contribution au renforcement de la coopération militaire ainsi qu'au développement des relations d'amitié entre les forces françaises stationnées à Djibouti et l'armée djiboutienne. La cérémonie qui s'est dans la présence de plusieurs hauts responsables et officiers de l'armée nationale djiboutienne s'est achevée dans une atmosphère conviviale, témoignant ainsi de la solidité et l'excellente relation qui lie nos deux pays. Investir de la jeunesse, c'était préparer les compétences de demain. C'est dans cet esprit que l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, a organisé à Djibouti une formation intensive destinée à renforcer l'employabilité et la créativité des jeunes francophones. L'Organisation internationale de la francophonie, à travers son centre régional francophone pour l'Afrique, CREFA, a clôturé aujourd'hui, jeudi 30 juillet, une formation de 5 jours consacrée aux compétences du 21e siècle, organisée du 26 au 30 en partenariat avec le mouvement de la jeunesse une et indivisible et l'association djiboutienne pour l'éducation numérique et l'innovation. Cette initiative intitulée Français, le français moteur d'employabilité, d'engagement citoyenne et de créativité, qui a réuni donc 53 jeunes, dont 52 Djiboutiens issus de la capitale et des régions de l'intérieur, ainsi qu'un participant rwandais. Au cours de cette formation intensive de 40 heures, les participants ont renforcé leurs compétences en français professionnel, en communication, en bureautique, en outils numériques, en technique de recherche d'emploi, en préparation aux entretiens d'embauche, en prise de parole publique et au développement personnel. L'une des principales innovations du programme a été l'atelier de gardiens de la planète, mission Stop Motion Djibouti, animé par le cinéaste Christophe Tourneur, réunit ainsi des équipes, des jeunes qui ont réalisé donc 10 courts-métrages d'animation destinés à sensibiliser les jeunes ainsi à la protection de l'environnement et à la réduction des déchets, alliant ainsi créativité, travail collectif et engagement citoyen. À cette occasion, la directrice de l'enseignement et de l'apprentissage du français de l'OIF et responsable de CREFA, Réni Sigotova, a donc rappelé que les compétences humaines constituent aujourd'hui un levier essentiel à la réussite professionnelle. Elle a également souligné la curiosité, l'esprit d'équipe, la créativité et le sens de l'initiative sont désormais donc aussi recherchés dans les compétences techniques. La DENIN et le mouvement une et indivisible. Nous passons dans l'actualité régionale de la prison. L'Éthiopie inaugure un laboratoire dédié à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité. L'Éthiopie donc accélère sa transformation numérique avec l'ouverture d'un laboratoire de pointe consacré aux technologies stratégiques implanté au sein de l'Université de la Défense. Ce nouveau centre est destiné à développer des compétences nationales en intelligence artificielle, cybersécurité et recherche technologique. Soutenu par les Émirats arabes unis, ce projet s'inscrit dans la stratégie du gouvernement éthiopien visant à renforcer la souveraineté numérique et à stimuler l'innovation
formant ainsi une nouvelle génération d'experts. Les autorités éthiopiennes estiment que cette infrastructure contribuera à accompagner la modernisation et à mieux protéger ces infrastructures stratégiques dans un environnement numérique en constante évolution. Face à la persistance de l'insécurité en République centrafricaine, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de maintenir la pression sur les groupes armés. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté donc une résolution prérogative sur le régime des sanctions centrafricaines, estimant ainsi que le groupe armé continue de représenter une menace pour la paix et la sécurité internationale. Réunis pour faire le point sur la situation sécuritaire dans le pays, le Conseil a souligné que les activités de ces groupes entravent les efforts de paix, mettant ainsi au danger les populations civiles et freinent le rétablissement de l'autorité de l'État. Les membres du Conseil ont réaffirmé ainsi la nécessité de maintenir les sanctions afin de réduire les capacités opérationnelles des groupes armés, tout en poursuivant leur soutien aux autorités centrafricaines dans les efforts de stabilisation. Dispositif qui comprend notamment le gel des avoirs, l'interdiction de voyage visant donc des personnes, entités sanctionnées, ainsi que le maintien des mesures relatives à l'embargo des armes. L'armée israélienne intensifie ses frappes dans le centre de Gaza. L'offensive israélienne s'étend au centre de la bande de Gaza, où les bombardements sont nettement intensifiés ces dernières heures. Selon des informations recueillies sur le terrain, plusieurs secteurs du centre de l'enclave ont été visés par des nouvelles frappes aériennes accompagnées de fortes explosions et d'importants panaches de fumée. Cette évolution marquant ainsi un élargissement des opérations militaires israéliennes dans les zones jusqu'à-là relativement moins touchées par les bombardements. Aucun bilan définitif des victimes ou des dégâts n'était donc disponible dans l'immédiat. Les autorités israéliennes n'ont pas précisé les objectifs de ces nouveaux attaques. La FIFA, dans un projet d'ouverture de la Coupe du Monde aux investisseurs privés, suscite la controverse. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, relance le débat sur l'avenir de la gouvernance du football mondial avec l'ambitieux projet de financement privé. Infantino a fixé au 19 septembre la date limite pour que les 211 fédérateurs membres se prononcent sur une proposition visant à ouvrir la gestion de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. Le projet prévoit la création d'une filiale valorisée à 20 milliards de dollars chargée d'administrer les principales compétitions de la FIFA. 20% des capitales seraient couverts à des investisseurs privés avec le soutien annoncé de Trif Capital, le fonds d'investissement de Jushian Krishner, présenté par la FIFA comme une opportunité de renforcer ses ressources consacrées au développement du football mondial. Initiative qui suscite des vives oppositions toutefois. L'UNESCO a recensé 25 nouveaux sites au patrimoine mondial. Le patrimoine mondial s'enrichit de nouveaux sites avec une place importante accordée au continent africain. L'UNESCO a inscrit donc 25 nouveaux sites sur la liste du patrimoine mondial à l'issue du 49e session du comité du patrimoine mondial. Ces nouveaux inscriptions concernent des sites culturels, naturels reconnus pour leurs valeurs universelles exceptionnelles. L'Afrique figurant parmi les principaux bénéficiaires de cette sélection avec 5 pays concernés, dont 3 obtiennent pour la première fois une inscription sur la prestigieuse liste de l'UNESCO. Ce sera sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis avec attention. Merci de nous suivre depuis Télé Djibouti. Merci à l'équipe de la régie, ceux du montage et la technique pour leur soutien.